De plus en plus, en fait, les entreprises prennent un virage numérique qu'ils amènent directement en fait, dans le nuage. Il est donc important dans ce cadre de regarder la continuité d'activité et ses plans de reprise informatique. Dans le cadre de cette conférence, on va faire quelques petits rappels sur qu'est-ce que c'est que la continuité d'activité et puis le plan de reprise informatique. Et également, dans le cloud, regarder un peu tous les différents services qui sont fournis. Et puis, bien évidemment, puisqu'on va faire un virage numérique vers le cloud, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, et pourquoi est-ce que parfois on ne va pas dans le cloud. Et puis, on regardera aussi l'aspect du multi-cloud. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Karine, c'est la première conférence qu'elle fait en présentiel. Donc, c'est un beau challenge pour Karine. Et c'est elle qui a monté à peu près 80% de la conférence que vous allez voir présentement. Merci. Donc, bonjour, Karine Maréchal-Richard, donc conseillère en continuité des activités, certifiée ISO 22301. Au cours de ma carrière, j'ai mis des plans de continuité en place dans le milieu bancaire, assurance et gouvernemental. J'organise également des exercices de gestion de crise et je suis co-actionnaire de l'entreprise de crise et résilience. Alors moi je suis Alexandre Fournier, donc aussi co-actionnaire de l'entreprise Crise et Résilience. Ça fait à peu près 30 ans que je navigue dans le domaine de la continuité d'activité, de la gestion de crise, des plans de reprise informatique, aussi bien dans le milieu défense, ministère de la Défense, que gouvernemental, que assurance, que bancaire. Donc ça permet de voir différentes priorités et comment est-ce qu'on aborde en fait la reprise, la continuité, la gestion de crise en fonction en fait de ce que l'on a. Alors, un petit rappel, une évolution qui est rapide mais qui en fait a été une révolution. 1450, on a commencé en fait à dupliquer l'information de façon un peu plus massive avec Gutenberg qui a inventé en fait l'imprimerie et ça a permis de pouvoir répartir en fait le même document à travers des livres, tout simplement. Et puis en 1801, vous avez Jacquard qui vient de Lyon, d'Italie. Donc là, c'est le monsieur qui a inventé la machine pour tisser. Et lui, il a utilisé les cartes perforées pour pouvoir utiliser des motifs complexes. Donc là, c'est un peu les débuts de la programmation. Cartes perforées, quand on faisait tomber un bac de cartes perforées, quand j'ai commencé ma carrière, c'était ça, on était encore aux cartes perforées, ça se voit pas trop, quelques cheveux blancs, mais les plus anciens peut-être s'en rappellent. Quand on faisait tomber un bac de cartes perforées, c'est comme si on faisait tomber un centre de traitement informatique, c'était le même genre de panique. 1941, premier calculateur qui a été inventé par un Allemand, c'était le Z3 et monsieur s'appelait Suze. C'est un ingénieur allemand et donc il a commencé à développer ça pour tout simplement faire des statistiques sur le battement des ailes. Et ensuite, vous avez 1990, ça c'est la naissance du web, la fameuse toile, qui grâce à un moteur de recherche pouvait aller chercher justement des informations. Et puis 2000, c'est le début en fait de l'info numérique. Au début, ça a été les entreprises qui ont mis à disposition des espaces de plancher ou alors qui ont commencé à prêter du matériel pour que des entreprises extérieures en fait, soient hébergées chez les tiers. 2014, ça c'est plus d'1 milliard de sites web. Là, on s'aperçoit que l'informatique prend de la place, aussi bien dans la société que dans les entreprises. Et la conférence d'avant était vraiment à propos parce qu'en fait, il y a des menaces qui nous planent sur nous, qui sont bien réelles. Et celle du dark web, de toute évidence, quand on peut louer des tueurs à gages, qu'on peut louer des pirates informatiques qui peuvent foutre un bazar sans nom, c'est quand même intéressant. Alors des menaces qui sont bien réelles, une des premières menaces, c'est tout ce qui est en fait catastrophe naturelle, ou pas d'ailleurs. On voit en Australie des incendies qui sont conséquents, que l'on n'arrive pas à éteindre, en Amérique du Sud, d'autres incendies. Plus proches de nous, sur les 2 dernières années, des inondations qui ont mis une désorganisation sociale dans la Beauce et des pertes d'entreprises, avec tout ce qui génère ensuite de ça les pertes d'emploi et les problèmes qu'il peut y avoir sociaux derrière ça. Il y a d'autres types de menaces qui sont plutôt d'origine humaine. Donc là, c'est le terrorisme et les émeutes. On a tous en mémoire ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 avec les attentats du World Trade Center. Il y a des entreprises qui ont disparu parce qu'elles avaient leur site dans la première tour. Elles avaient un plan de reprise informatique, mais celui-ci était dans la deuxième tour. Ce qui fait que quand les 2 tours sont tombées, l'entreprise disparaît. En termes d'émeutes, on voit ce qui se passe à Hong Kong, on voit ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, les manifestations. Il y a des quartiers qui sont bouclés pour
pouvoir maîtriser les manifestations. Et si jamais votre entreprise est dans ce périmètre qui est bouclé, vous n'y avez plus accès. Donc là, il faut vraiment prendre en considération ce type de menaces. C'est là où justement l'infonuagique peut être une solution. Troisième genre de menace, les pannes informatiques, les pannes matérielles. C'est des choses qui arrivent plus souvent que ce que l'on pense. Des armoires de disques peuvent tomber en panne, c'est des choses qui arrivent, et ça peut rendre indisponible en fait l'accès à l'informatique pendant plusieurs semaines. L'année dernière, 2019, il y a un centre informatique qui dessert en fait des hôpitaux qui est tombé en panne. Et le temps qu'ils remettent tout ça, ça a désorganisé en fait 3 hôpitaux. Et dans ces 3 hôpitaux, les rendez-vous ont été annulés, certaines opérations ont été reportées. Quand on sait la difficulté que l'on a à pouvoir prendre des rendez-vous dans le milieu médical, vous imaginez bien que ça n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent, les pannes, et ça va être intéressant à voir pour la suite. Autre type de menace, c'est la défaillance du prestataire. Là, je vais aborder 2 points. Il y a celui du fournisseur défaillant. C'est votre fournisseur clé. Si jamais ce fournisseur est défaillant, vous allez désorganiser votre chaîne d'approvisionnement. Et là, vous allez être impacté. Je vais citer un exemple. Vous êtes une entreprise qui fabrique des cadrans, des radios-réveils. Et vous fournissez, par exemple, en Chine, avec des composants électroniques. En ce moment, la Chine est un peu sinistrée avec le coronavirus. Les gens sont confinés chez eux. Ils ne peuvent plus aller travailler. Et on travaille plutôt en flux tendu, ce qui fait que moi, en tant qu'entreprise, je ne peux plus finir mon radio-réveil ou mon cadran. Donc du fait que je ne peux plus avoir mon approvisionnement, je vais être impacté. Donc là, il va falloir réfléchir à un plan B, c'est-à-dire avoir peut-être un autre fournisseur. Autre type, c'est celui, par exemple, l'infonuagique. Vous décidez d'envoyer vos informations dans l'infonuagique. Là, votre fournisseur devient votre hébergeur. Et cet hébergeur, il peut avoir des défaillances. Ça peut être des défaillances techniques, un data center qui est coupé, c'est arrivé l'année dernière aux États-Unis. Ça peut être du matériel défectueux ou bien des attaques dues à des virus. Alors, puisque la précédente conférence a bien expliqué le dark web et toutes les possibilités qu'on avait pour pouvoir trouver facilement en fait des pirates, eh ben, les virus, on les connaissait aussi sur nos postes qui étaient limités, qui étaient en fait une problématique assez limitée, mais tout ce qui est cyberattaque, en fait, l'objectif c'est d'être beaucoup plus large pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et nuire beaucoup plus. Et ça, de plus en plus, on commence à en vivre. Il y a aussi les cyberattaques d'ordre en fait terroriste. C'est le même principe. Là, au lieu de désorganiser une entreprise ou pour essayer en fait de faire perdre une entreprise au profit d'une autre entreprise, là, on va essayer de faire perdre carrément une société complète et faire écrouler en fait le système. Donc ça, c'est des menaces que l'on a de plus en plus et c'est de plus en plus facile en fait d'arriver sur ça. Et la petite bestiole bleue, c'est pour faire un parallèle justement avec ce qui se passe en Chine actuellement. En Chine, il y a à peu près officiellement 70 millions de personnes qui sont cantonnées chez elles, qui n'ont pas le droit de sortir. Et en fait, il y a des nouveaux chiffres qui sortent, qui remontent ça à 760 millions de personnes qui ne peuvent pas se déplacer librement. C'est-à-dire plus prendre de transport en commun, plus prendre de véhicules pour aller travailler. 760 millions, c'est presque 2 fois l'Amérique du Nord, ce qui est assez conséquent. Imaginez si toute l'Amérique du Nord était bloquée, que plus personne allait travailler par rapport à ça. Là, c'est intéressant de pouvoir travailler dans le cadre justement de l'infonuagique, d'avoir son informatique délocalisée sur un centre infonuagique et avoir ces personnels qui peuvent utiliser des systèmes du style le DaaS, qui est le Desktop as a Service, qui est l'utilisation en fait de machines de postes de travail virtuels. Et dans ce cas-là, ça peut arranger pas mal une possibilité de continuer à travailler. Plan de continuité d'activité et plan de reprise informatique. On confond souvent les deux. Quand on va voir des clients, on nous parle de plan de continuité. Moi, j'ai un plan de continuité, j'ai pas de problème, je suis sinistré au niveau de mon informatique, je vais pouvoir redémarrer, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, c'est pas un plan de continuité qu'il a, monsieur. C'est un plan de reprise informatique. Un plan de continuité d'activité, c'est beaucoup plus large que ça. Et tout ça, c'est couvert par le SNCA. Le SNCA, donc c'est le système de management de la continuité d'activité. C'est ce qui vous permet de mettre en place votre continuité d'activité. Et pour le mettre en place, il y a 4 grandes étapes. La première étant, il faut analyser son écosystème. Je vais regarder un petit peu quelles sont mes activités essentielles, quels sont mes produits essentiels, quels sont les impacts qu'il pourrait y avoir si jamais j'ai une interruption d'activité. Ensuite, par rapport à ça, vous allez déterminer des stratégies.
Comment je vais redémarrer mon informatique? Où est-ce que je vais relocaliser mon personnel? Tout ça, il faut le réfléchir. Et une fois que vous avez élaboré vos stratégies, vous allez élaborer le plan de continuité d'activité. Ça, c'est ces procédures qui vont vous permettre de maintenir votre activité, aussi bien côté métier qu'informatique. Et puis enfin, une fois que ça a été écrit, il faut valider, il faut tester ce qu'on a écrit. Là, on va revenir sur élaborer le plan de continuité d'activité. Alors, le plan de reprise informatique, c'est vraiment dédié à tout ce qui va être procédure qui va remonter votre informatique. Comment est-ce que je vais remonter mon serveur de comptabilité? Comment est-ce que je vais restaurer mes données dessus? Comment est-ce que je vais pouvoir reconstruire les autres serveurs? Comment est-ce que je vais pouvoir construire les liens vers l'extérieur, etc. Vraiment, on va procédurer en fait toute cette mécanique pour pouvoir reconstruire des serveurs. Sur une centaine de serveurs, un millier de serveurs, sur des mainframes, peu importe. Mais c'est les procédures principalement techniques. Mais il n'y a pas que ça dans le plan de continuité d'activité. Il y a aussi tout ce qui est paire de fesses. Oui, là c'est le plan de continuité métier, c'est-à-dire qu'on va décrire les actions pour vous permettre de maintenir votre activité. Cette activité peut être côté affaires, mais côté aussi TI. Côté TI, ça peut être par exemple les spécialistes réseau. Il faut qu'ils continuent à travailler. Ou bien ça peut être les personnes qui créent des comptes exchange. Du côté, côté affaires, ça peut être les ressources humaines. Ça peut être aussi le juridique, la comptabilité, la facturation. Toutes ces personnes-là, il faut qu'elles maintiennent leur activité. Donc elles vont écrire leurs procédures et ça servira de guide en cas de sinistre. Et puis un troisième élément du plan de continuité d'activité, c'est la gestion de crise. C'est un peu la tour de contrôle qui va vous permettre de pouvoir reconstruire soit votre informatique, soit de reconstruire les activités qui ont été sinistrées. J'aurais même tendance à dire que la gestion de crise, c'est la première des choses que vous devez mettre en place dans un plan de continuité d'activité, parce que c'est ce qui va vous servir de pouvoir avancer sur tout le reste. Oui. Et donc là, avant de passer à l'écriture des procédures, il faut réfléchir à des stratégies. Donc la première étant celle de l'informatique. Alors là, sur une notion de stratégie, c'est là où on va commencer à réfléchir en disant, moi en termes de reprise informatique, est-ce que je veux plus perdre de données? Est-ce que je veux redémarrer tout de suite? Est-ce que je veux qu'il y ait une accessibilité facile, etc. On va commencer à réfléchir un petit peu sur le besoin que l'on a. Et là, on va commencer à se faire des stratégies en disant, bah, tiens, je vais peut-être utiliser un fournisseur d'infonuagique qui va nous apporter une solution de RAS. Ou alors, je vais peut-être utiliser une autre solution infonuagique qui va être le BAS. Ou alors, je vais avoir moi-même des centres en interne, ou alors répartir ma production. C'est là où on va construire cette stratégie sur la base, en fait, des études qu'on va faire avant. Et on va y revenir. Ensuite, vous avez vos spécialistes, les gens. Il faut savoir où les localiser. Donc là, c'est ce qu'on appelle le repli utilisateur. C'est là où on va mettre les gens pour qu'ils continuent à travailler. Donc ça peut être un site qui est interne à l'entreprise. Ça peut être un site aussi qui a une double fonction. Vous avez par exemple un plateau qui vous sert à faire des formations. On s'entend que s'il y a une crise, les formations ne seront pas prioritaires. Donc vous pourriez réquisitionner cet environnement-là pour vous en servir comme un site de repli pour mettre les personnes prioritaires. Ça peut être aussi le télétravail. Vous pouvez demander aux gens de faire du télétravail. Mais attention avec le télétravail, il y a de la sécurisation à mettre en place parce que les données sont quand même sorties. Il y a le problème de sécurisation des données. Il y a aussi des ententes. Vous pouvez signer des ententes avec des centres d'affaires, par exemple comme Regus. Donc tout ça, il faut le préparer à l'avance. Et puis ça nous amène tout simplement aussi sur l'organisation de la gestion de crise. Si on fait une gestion de crise, eh bien, il faut aussi réfléchir comment est-ce qu'on va la faire, cette gestion de crise. Et comment est-ce qu'elle va s'articuler en fonction de type de site. Là, on va commencer à se poser la question, est-ce que ma cellule de crise, je veux qu'elle soit tout simplement recentralisée sur un espace, donc dans un lieu particulier, ou est-ce que je veux commencer une cellule de crise sur la base en fait, d'une conférence téléphonique? Est-ce que dans ma cellule de crise, j'ai besoin de toutes les personnes? Est-ce que je vais avoir besoin des finances? Est-ce que je vais avoir besoin de la logistique? Est-ce que je vais avoir besoin de RH, etc. Et puis là aussi, on va commencer à réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'avoir une cellule de crise décisionnelle et une cellule de crise opérationnelle, où une seule peut faire en fait l'ensemble des deux. Donc on va regarder cette stratégie en fonction toujours de l'étude qu'on a fait avant, et puis de l'écosystème en fait de l'entreprise dans laquelle on est. Et puis, il y a aussi la perte du fournisseur clé. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Si, par exemple, je n'ai plus mon fournisseur cloud, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il faut s'organiser. Mais vous aussi, en tant que client, vous pouvez demander à votre fournisseur cloud, avez-vous un plan de continuité? Comment vous organisez si vous êtes défaillant? Comme ça, vous pouvez vous organiser de votre côté. Et puis, une fois qu'on a déterminé donc, toutes les stratégies,
il faut regarder un petit peu tout ce qui est menace et analyse de risque. Donc là, on a fait du rétro-planning, on est parti des procédures, on a regardé les stratégies, puis là, on commence à regarder l'existant, l'écosystème en fait, de l'entreprise que l'on a. Dans le cadre de l'analyse de risque, il peut y avoir des analyses de risque très poussées, du MEARI ou autre, qui va amener sur une finesse d'analyse de risque qui est vraiment trop fine dans le cadre de la continuité, j'aurais tendance à dire. Continuité, on est là pour relever en cas que tous les barrages avant ont cédé. On est le dernier rempart en fait. Donc dans ce cadre d'analyse de risque, alors, on a des gros points à regarder. Est-ce qu'on est sur une zone sismique? Est-ce qu'on est sur une zone inondable? Est-ce qu'on est dans un environnement où il y a des entreprises qui ont des produits chimiques et par lesquels on peut être impacté? Est-ce qu'on a une ligne aérienne en dessus, des routes à droite à gauche, des chemins de fer qui transportent des produits qui sont inflammables? Donc tout ça, on peut le regarder et ça va nous permettre de voir un petit peu quel genre d'indisponibilité ça va générer ce genre en fait, de problèmes et de risques. Et lorsque vous mettez en place un plan de continuité, il y a 4 types d'indisponibilité. Une 5e qui est plus réservée au monde industriel. La première étant l'indisponibilité bâtiment. Si jamais mon bâtiment est sinistré, je n'ai plus accès à mon bureau. Donc je ne peux plus continuer à travailler. Qu'est-ce que je vais faire pour maintenir mon activité? Et puis là, par rapport à ça, une fois qu'on a fait ces analyses de risque, ces scénarios d'indisponibilité, on va commencer à pouvoir faire ce qu'on appelle un BIA, un Business Impact Analysis, une analyse d'impact sur les activités qui sont critiques. Si cette activité-là disparaît, quel est l'impact pour les activités qui se servent de cette activité-là, ou alors quelles sont les activités, l'impact pour les activités qui dépendent de cette activité-là. Pour cette activité qui est critique, de quoi elle a besoin pour travailler? En informatique, en ressources matérielles. Pour cette activité-là, quelles sont les personnes clés qui sont nécessaires en fait, au travail de cette activité-là? Dans le cas justement de pandémie, on va y revenir, si vous perdez 30% de vos personnels, comment votre activité va pouvoir tourner? Quel va être l'impact? Ça va amener sur des impacts d'ordre opérationnel, financier, matériel, environnemental, et puis tout ce qui est pharmaceutique aussi. Je vais revenir juste sur les scénarios d'indisponibilité, parce que tu as démarré tout de suite sur l'analyse d'impact. Il y en a 4. Donc le premier, c'était sinistre bâtiment, disponibilité bâtiment. Le deuxième étant le sinistre informatique. Je peux être dans mon bureau, mais mon informatique ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire pour maintenir mon activité? Ça peut être également le sinistre d'une ressource clé. Ce qu'on appelle une ressource clé, c'est une personne qui a la connaissance, qui maîtrise jusqu'au bout des doigts l'activité. Et si jamais cette personne disparaît ou elle est en voyage à l'autre bout du monde et vous êtes sinistré, vous aurez des difficultés à remonter votre activité. Et le 4e scénario d'indisponibilité, c'est celui du fournisseur clé. Qu'est-ce que je fais si je n'ai plus mon fournisseur clé? Dans le milieu industriel, c'est aussi les équipements spécifiques. Et c'est les gros équipements, par exemple chez Vachon, quand ils ont été sinistrés, ils avaient tout leur matériel qui était au sous-sol, et là, c'était pénalisant pour eux. Alors en effet, j'ai sauté complètement une partie, je te remercie, on a dû faire l'intermédiaire sur tous les scénarios d'indisponibilité. Donc je vais refaire une petite synthèse par rapport à ça. En termes de scénario d'indisponibilité, si on parle d'indisponibilité informatique, ce n'est pas forcément en fait un ascenseur qui va s'écrouler, qui va être détruit. Ça peut être plus insidieux que ça, du style une attaque, une cyberattaque qui va bloquer en fait vos données informatiques. Donc vos systèmes sont opérationnels, mais l'accessibilité à vos données n'est plus opérationnelle. Le conférencier avant, on a très bien parlé sur le fait du ransomware. Et là, dans ce cadre-là, les entreprises ne peuvent plus travailler, puisque le cœur en fait, des entreprises, de plus en plus, c'est l'informatique. L'informatique étant en fait le crayon du XXe siècle. Et ça donne qu'il va falloir pouvoir pallier à ça. Et ça, par rapport à ça, il y a des solutions. Sur tout ce qui était repris, en fait, indisponibilité du personnel. Il y a aussi indisponibilité du personnel. On a un exemple en Chine avec près de 760 millions de personnes qui ne peuvent plus se déplacer ou partiellement se déplacer. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir faire travailler ces personnes à partir de chez elles? Quand on fait des plans pandémiques, on compte à peu près 30% de personnes qui sont décédées à 30% de personnes qui sont en plus malades. 60% de votre effectif qui ne peut plus travailler. Comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à ça? Troisième exemple sur l'informatique que je l'ai fait. La personne clé. La personne clé, c'est ce que je viens de dire en fait sur le fait que voilà, on perd en pandémie et on peut perdre en fait des personnes clés. Repli personnel, voilà, destruction de bâtiments. On a eu des cas avec l'anthrax. En France, on a eu pas mal en fait d'infections, enfin de
tentative de terrorisme avec de l'anthrax. On recevait des enveloppes d'anthrax. Et ce qui se passe quand on reçoit une enveloppe d'anthrax, on bloque le bâtiment pendant 3 jours. C'est-à-dire que le bâtiment, avec 1000 personnes qui vont travailler là, c'est terminé, elles ne peuvent plus aller travailler là-dedans. On a eu un autre cas dans une banque où en fait les sous-sols, il y avait les tuyaux d'évacuation d'égouts qui passaient là. Et puis le tuyau il a cassé. Ça a déversé en fait tout le détritus en fait, des égouts dans le sous-sol. Là aussi, c'est 15 jours d'immobilisation en fait, d'un bâtiment. Il y avait 800 personnes dans ce bâtiment-là. Pendant 2 semaines, 800 personnes ne peuvent plus travailler. Donc ça, c'est un impact. Et puis sur tout ce qui est l'indisponibilité sur les chaînes de livraison, là aussi, on le vit actuellement au niveau de la Chine, sur le fait que la Chine, un gros producteur de pièces détachées pour toutes les usines du monde, ne produit plus. Et là, on commence à avoir des usines qui ne peuvent plus elles-mêmes produire parce qu'elles n'ont plus de pièces détachées. Les gens le vivent ici présentement. Oui, exactement, tout à fait. Oui, tout à fait. Ici, c'est le cas. Et ce qui ressort sur certains articles, c'est qu'on risque de se retrouver en fait dans une situation de 1929, un écroulement économique. D'accord, on va juste arrêter là, mais si ça continue comme ça, on peut se retrouver dans une situation un peu plus... Excusez-moi, j'avais oublié tout ce passage-là, c'était quand même important. Donc on a fait notre analyse, on en a déduit donc, les impacts, les activités qui étaient essentielles, les délais d'interruption acceptables par activité. On met en place des stratégies au niveau informatique, stratégies pour le revenu utilisateur. On écrit des procédures pour pouvoir maintenir son activité. Mais une fois que tout ça est fait, il faut valider, il faut tester. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices. Je vais apporter une petite nuance entre exercice et test. On teste des machines et des procédures. On exerce et on entraîne des personnes. Donc là, concernant les exercices et les tests, ça permet de détecter les vulnérabilités. Savoir si on peut être résilient si jamais il y a un sinistre. Et si on détecte des vulnérabilités, il faut la corriger pour pouvoir être plus fort si jamais il y a un sinistre. Dans le cadre du cloud, on peut tester comme procédure, par exemple, vous décidez de prendre le cloud comme un site de secours. Je suis sinistré, comment je vais faire pour basculer? Donc on va tester la procédure de bascule pour aller dans le cloud. Autre type de test qu'on peut faire aussi, c'est tester les sauvegardes. On a possibilité de faire des sauvegardes dans le cloud, donc on peut tester sa procédure de récupération de sauvegarde. Et les tests et les exercices, on en fait 2-3 par an. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir un plan opérationnel. Il faut vraiment faire de la maintenance en conditions opérationnelles. Je vais juste revenir sur ce que tu disais sur les exercices et les tests. On fait souvent des exercices dans des bacs à sable et puis on ne veut surtout pas déranger la production, on a peur de ça. Mais en fait, ça c'est juste des exercices de pacotille. On fait juste valider, on fait du semblant, on prépare ces essais, ces exercices de reprise pendant plusieurs semaines avant. L'intérêt, en fait, est de faire des exercices de bascule réels. Et ça se fait, c'est des choses qui se font très facilement, en fait. Il faut juste une bonne dose de psychologie vis-à-vis, en fait, de la hiérarchie qui est au-dessus, des hauts dirigeants, parce qu'il faut bien les préparer psychologiquement, comme quoi c'est faisable. En fait, vous pouvez prendre des parties informatiques, de les basculer sur votre site de secours, fonctionner pendant une semaine sur votre site de secours, et puis revenir. Et là, on le teste réellement, en fait, en conditions réelles. Et ça, c'est très, très positif. En dehors des tests et des exercices, les maintiens en conditions opérationnelles, et ben, ça va permettre de compléter les exercices et puis les tests. Ça va permettre de pouvoir, tout au long de l'année, vérifier si les procédures d'un tel ou d'un tel ont été mises à jour. Aller voir les spécialistes Unix et puis leur dire, bah, tiens, tes procédures, est-ce que tu les as mises à jour? Entre deux tests. On peut aller voir aussi d'autres services et puis aller poser des questions comme ça. Donc on peut se faire un beau calendrier en disant, tiens, je vais ennuyer les gars d'Unix en janvier, ceux de Windows en février, etc. On peut se faire ça. Et puis il y a une autre façon aussi de maintenir en continuité, de maintenir son plan en continuité, merci, de maintenir son plan en continuité d'activité, bref, le MCO, tout simplement en regardant les mouvements de l'entreprise. L'entreprise, ça vit aussi bien au niveau du mouvement des personnels qu'au niveau du mouvement de l'informatique, des outils. Acquisition, suppression, fusion, déplacement de personnel, mutation. On a plein de choses en fait comme ça qui peuvent amener à faire des modifications. Et c'est là où en fait il faut le maintenir. Pour le maintenir, on peut travailler avec les gens
qui sont dans le cadre de l'utilisation en fait, de toutes ces procédures-là. C'est eux nos antennes. Et comme on met en place un système de management de la continuité d'activité, qui dit système de management dit indicateur de performance. Il faut mesurer le système. Ce qu'on entend par indicateur performance, par exemple, ça peut être le respect des 10 mains au moment des exercices. Est-ce qu'on respecte le délai d'interruption maximal acceptable? Ça peut être le nombre d'incidents aussi. Ça peut être le nombre d'exercices, pardon. Il y a plein d'indicateurs qu'on peut mettre en place. Et la haute gestion est très friande de ces indicateurs. Ça leur permet de savoir si le plan de continuité dans lequel ils ont investi va jusqu'aux objectifs qui se sont fixés au début. Ouais, c'est bon. Puis après, il y a le système de boucle, c'est-à-dire que le plan de continuité, pour qu'il soit toujours opérationnel, il va s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. C'est pour ça que vous avez toujours ce système de boucle. On fait des exercices, on met à jour ces procédures, on met à jour avec du MCO, on va tester, et ainsi de suite. Alors, on est là pour du cloud, donc il y a différents types de cloud au niveau du monde. On en a 3 principaux. On va commencer par l'IS. Le IS, donc ça c'est infrastructure as a service, c'est tout ce qui est infrastructure. Autrement dit, c'est le réseau stockage serveur et virtualisation qui est fourni par votre fournisseur cloud. Et vous avez la responsabilité qui est au-dessus. Et puis le PaaS qui est plus orienté en fait pour les développeurs. Là-dedans, on va avoir 3 services supplémentaires qui vont être ajoutés. En fait, les systèmes d'exploitation que le fournisseur va gérer. Tout ce qui est services communs, les bases de données, des outils comme ça, et puis tout ce qui est environnement d'exécution, les types en fait de développement, d'outils de développement. Et puis au-dessus, vous aurez en charge en fait l'application des données, et puis l'application et puis les données. Puis après, il y a le SaaS. Le SaaS, donc ça c'est certainement le service que vous connaissez le plus, c'est le Software as a Service. C'est les applications qui sont en ligne. Par exemple, Microsoft qui offre Office 365. Vous avez Google avec Gmail. Vous avez des logiciels ERP. Donc ça, c'est les logiciels qui permettent de planifier les ressources des entreprises. Tout ce qui est stock, les ressources humaines, les finances, la comptabilité. Et ça favorise également le travail en collaboration. Et puis, bien évidemment, tous ces services-là, on va les avoir sous différents types aussi d'hébergement. On va avoir du type, en fait, des clouds privés. Le cloud privé, en fait, l'avantage de ça, c'est que le fournisseur va vous fournir des serveurs, des systèmes dédiés à vous, sur lesquels vous allez pouvoir consommer 100% en fait, de la CPU, de la mémoire, des disques, de ce que vous avez demandé en fait, à l'origine. Mais c'est vous, c'est votre propriété, mais fournie en fait, par le fournisseur. Il n'y a personne d'autre dessous. Dans ce genre aussi de cloud privé, ça peut être hébergé chez le fournisseur ou alors ça peut être hébergé chez vous. C'est aussi des solutions qu'il est possible de mettre en place. Et puis on a à côté de ça des clouds publics. Oui, le cloud public, donc ça c'est tout ce qui est mutualisation des ressources. Donc vous allez mutualiser par exemple tout ce qui est infrastructure, ou bien mutualiser les plateformes, ou bien vous allez mutualiser l'ensemble. Et puis on a une dernière version qui est l'hybride en fait des deux. Et ça va permettre que pour des choses qui sont plus critiques, vous avez besoin de plus de ressources qui sont dédiées. Vous allez partir sur une partie de votre informatique sur le cloud privé. Et puis d'autres qui vont être moins critiques, ou alors vous avez besoin de moins de ressources. Vous allez chercher en fait l'économie de coûts. Et là, vous allez partir sur du public. Type de reprise, ça va permettre de voir un petit peu ce qu'il y a en termes de type de reprise aujourd'hui, ce que l'on fait au quotidien dans un modèle standard, versus un petit peu la partie du cloud. Qu'est-ce qu'on va trouver des similitudes? Donc la première, c'est la reprise à froid. Donc la reprise à froid, c'est à partir des sauvegardes. Donc on va trouver un local, on va acheter du matériel, des licences, et on va reconstruire son informatique. La problématique de la reprise à froid, c'est que ça prend quelques jours à quelques semaines. Il faut tout reconstruire. Donc si vous avez des applications critiques, ça peut poser problème en termes de continuité. Et puis là, il peut y avoir des problèmes en termes d'acquisition de matériel. Si vous êtes sur une informatique obsolète, il va falloir aller l'acheter sur eBay, ce qui n'est pas terrible en soi. Reprise à tiède, là on va être sur un modèle un petit peu plus luxe. Là on sait où est-ce qu'on va aller en cas de sinistre, on a même mis des liens réseau sur le site, on a même mis du matériel sur le site, ou alors on va demander à des fournisseurs style IBM ou SunGard de nous fournir du matériel sur le site qui leur appartient.
Ça va permettre de pouvoir redémarrer en quelques heures ou quelques jours notre informatique qui est critique, qui va permettre d'avancer assez rapidement par rapport à ça. Puis pour tout le reste de l'informatique qui n'est pas critique, on se retrouve dans un démarrage en fait à froid. Là, il va falloir racheter du matériel à droite, à gauche, et puis faire des restaurations standards. Et ensuite, vous avez le dernier type de reprise qui est la reprise à chaud. Je la qualifierais un petit peu comme la Rolls-Royce de la reprise, parce qu'on fait une réplication de données. Vous avez votre site principal, votre site de secours, vous allez répliquer automatiquement vos informations. Ce qui fait qu'en cas de sinistre, vous allez redémarrer assez rapidement. Et en plus, il y aurait très peu de pertes de données. Et puis après, on va avoir les services qui sont offerts dans le cloud. Et là, c'est aussi intéressant, on va retrouver des similitudes par rapport à ça, entre le froid et puis le chaud. Oui. Alors le premier, c'est le BAS, c'est le Backup as a Service. Donc là, c'est le service de backup en ligne. Vous pouvez faire des backups en ligne, de programmer vos backups une seule fois, et ensuite tout se fait automatiquement. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable. En termes d'autres avantages, vous avez la sécurisation des données. Les données, elles sont cryptées, ce qui fait que du fait qu'elles soient cryptées, il y a moins de risque de piratage de données. Autre avantage, c'est celui de pouvoir récupérer ces données facilement. Le service BAS offre la possibilité de stocker les informations à différents endroits, ce qui fait que vous pouvez récupérer facilement vos informations. Et un qui est non négligeable, c'est que le BAS est beaucoup moins cher qu'un système de reprise classique. Vous n'avez pas besoin d'acheter des serveurs, des licences, d'avoir un contrat avec une société tierce qui vient chercher vos systèmes de sauvegarde pour les sortir, pour les mettre dans un lieu sécurisé où il peut y avoir un risque parce qu'il peut y avoir un accident dans le transport. Et le BAS est beaucoup moins cher puisque tout est fourni par le fournisseur cloud. Donc vous avez juste à paramétrer et une fois que c'est paramétré, les sauvegardes se font automatiquement. Et là encore, c'est vraiment intéressant en termes de réduction de coûts et puis d'organisation là-dessus. Des coûts parce que tout simplement on ne paye pas le matériel et les licences, c'est compris dans un package et ça c'est mutualisé. Mais aussi pour tout ce qui est risque, il y a un risque en fait de destruction de cassettes si on fait transférer les cassettes par en fait un fournisseur du style Aeromoten ou d'autres. Le DRAS, on est un petit peu sur le modèle en fait reprise à chaud. Là on va avoir tout l'intérêt de pouvoir avoir le site de production et le répliquer en partie sur ce qui est critique sur un autre site, un cloud, sur lequel on va avoir des environnements qui sont actualisés avec zéro perte de données ou alors quelques minutes de perte de données en fonction de ce que l'on souhaite. Et ça c'est intéressant parce que ces environnements-là, on va pouvoir réduire leur puissance, puisqu'en fait ça ne sert que dans le cadre de la production, mais on va quand même s'en servir à recopier notre environnement de production. Mais on peut limiter les processeurs, donc en termes de coût plus avantageux pour nous. Et puis en termes de redémarrage, c'est pareil. On a notre site qui est distant, qui peut redémarrer pour certaines applications automatiquement si l'application de production n'est plus en ligne, ou alors sur une action manuelle d'un opérateur. C'est un avantage qui est aussi intéressant avec une réduction de coût par rapport au modèle standard où on va avoir un centre informatique dans lequel on va stocker du matériel qui sert uniquement pour des essais et éventuellement pour un sinistre que l'on espère jamais arriver. Et je vais ajouter juste un petit point. Comment faire la différence entre le BAS et le DRAS? Lequel service je dois choisir? Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'analyse d'impact. L'analyse d'impact vous donne les exigences métiers. Elle vous donne les délais de redémarrage minimal acceptables. Enfin, les délais d'interruption, maximal acceptables. Et plus le délai est court, plus il faut aller vers un DRAS, parce que vous allez redémarrer facilement. En revanche, si vous avez une activité qui dit « moi j'ai besoin de redémarrer dans 3 jours », vous n'allez peut-être pas investir dans un DRAS, vous allez peut-être plus investir dans un SAS. Dans un BAS, pardon. Dans un BAS n'est pas un DRAS. Est-ce qu'on peut faire une répartition de nos activités Tout à fait, on y vient après. Non, mais c'est correct, je vais quand même rebondir sur ce que vous dites. On est dans la même situation en fait. Pour certaines applications critiques, où vous ne voulez pas d'interruption trop longue dans le temps, où vous ne voulez même carrément pas d'interruption, on va partir sur une partie de notre informatique en reprise à chaud. Mais tout le reste va se retrouver en fait en reprise à froid. Dans le cadre de l'infonuagique, c'est à peu près le même fonctionnement. Tout ce qui est critique, on va essayer de le mettre sur un fournisseur DRAS, on va s'arranger à ce que ce soit répliqué, que ce soit accessible immédiatement. Puis tout ce qui n'est pas critique, c'est intéressant de le mettre quand même dans un BAS. Donc on externalise en fait toute notre reprise sur l'extérieur avec des solutions qui sont plus modernes et qui sont gérées en fait par nous. Mais ça aussi pas des inconvénients pour la opération. Oui. C'est ça. du moins
moins cher au plus cher. Oui. Clairement, c'est du moins cher au plus cher. Oui, ça, on va pouvoir le faire ressortir là-dessus parce que vous avez deux possibilités. C'est soit vous décidez de mettre toute votre informatique et puis on va tout remonter d'un seul coup, ou alors vous allez voir ce qui est vraiment critique. Et ça, le Business Impact Analysis, c'est ce qui va vous permettre de dire ça c'est critique, investissez de l'argent là-dessus, ça c'est pas critique, vous mettez dans une solution de reprise. Et puis le modèle DRAS, le modèle DRAS, il y a plusieurs façons en fait d'y accéder. Il y a trois façons, du self-service, du partiellement managé et puis du totalement managé. Alors le premier qui est le mode self-service, c'est le client qui va tout faire. C'est lui qui va paramétrer son plan de reprise informatique. Donc il va faire le déploiement du service du PRI, il va faire du monitoring sur les réplications, il va faire les corrections des erreurs, il va adapter bien sûr son plan de reprise informatique et c'est lui qui va faire les exercices. Ce système-là, ça veut dire que vous êtes en maîtrise et en contrôle de toute la technologie de votre fournisseur cloud. Et il y a une version en fait partiellement managée. Celle-là est assez confortable. Si on démarre en fait chez un fournisseur DRAS, on a une bonne connaissance quand même, mais bon, on va être quand même backé. Dans cette façon-là, dans ce mode partiellement managé, en fait, le client va être maître dans toutes ces actions, mais par contre, il va avoir du support sur plusieurs sujets, sauf sur le monitoring de la réplication. C'est-à-dire que c'est le client qui va gérer sa réplication, il va décider quand est-ce qu'il veut la faire et comment il veut la faire. Mais tout le reste, en fait, il a une assistance assez poussée en fait, du fournisseur DRAS. Et ça, c'est plutôt confortable. Et puis, le dernier type de modèle de management, c'est le totalement managé. Donc là, c'est le prestataire qui prend en charge le plan de reprise informatique à l'exception de l'adaptation des TRI. Ce qui est logique, c'est vous qui allez dire ce qui va rester dans le cloud ou bien ce qu'il faut retirer parce que l'application n'est plus critique. Et ça, là-dessus, c'est vraiment important de voir que, en fonction de quelle est votre maturité, vers quel modèle vous allez aller. Généralement, quand on démarre, c'est peut-être préférable d'aller dans un modèle totalement managé. Et puis, plus vous allez prendre de l'assurance, on va passer dans un modèle partiellement managé. Et puis, jusqu'au final, où on va être totalement des boss, enfin des dieux dans ce domaine-là. Dans ce cas-là, je suis totalement autonome et je vais rester dans un self-service. Allez, j'y vais ou j'y vais pas, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'on y va ou que l'on n'y va pas? Ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche, c'est sur toute une entreprise qui décide d'aller en fait dans l'info nuagique, près de 75%, ce qui est assez énorme, c'est quand même 3 sur 4, 75% décident de faire marche arrière ou de changer en fait de fournisseur infonuagique. Donc là-dessus, il est très important de bien faire attention quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles je vais vers l'infonuagique. Et ça là-dessus, il y a des bonnes raisons de ne pas y aller. Oui, donc là, il s'agit de la stratégie. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit, déterminer les stratégies de plan de reprise. Donc là, on se situe à ce niveau-là. Je vais ou je n'y vais pas dans le cloud. Et là, une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas y aller, c'est l'obsolescence du matériel que vous avez. Votre matériel est trop ancien et incompatible avec les technologies du cloud. Et puis, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas aller dans le cloud, c'est le type de matériel que l'on a. Donc il y avait l'obsolescence, mais il y a aussi le type de CPU que l'on a. Actuellement, il y a beaucoup de fournisseurs infonuagiques qui fournissent en fait des environnements pour héberger du Windows, du Linux, sur la base en fait de processeurs x86. De plus en plus, on commence à avoir des nouveaux fournisseurs qui fournissent des environnements sur des processeurs Power, tels que IBM, qui va permettre d'amener des environnements de type AX, qui va permettre de faire de l'Unix par rapport à ça. Ensuite, il y a un autre point qui peut faire peur, c'est la confidentialité. Quand on parle de cloud, il faut penser à protéger ces données. On a peur que ces données soient vues par tout le monde. Donc c'est la protection et la sécurité des données. Et aussi, il y a la fiabilité du fournisseur. Je dirais plus la confiance qu'on pourrait avoir envers le fournisseur. Il s'est passé un événement en début d'année. Là, un gros fournisseur cloud, et il y a un de ses employés qui a diffusé par mégarde des informations. C'est le client qui les a prévenus. Donc quand on voit ce genre d'événement, c'est sûr que ça peut nous mettre un petit peu en garde par rapport à la confiance qu'on peut avoir envers les fournisseurs cloud. Fiabilité, oui, c'est vrai. Absence de maîtrise dans la localisation, on a un petit jeu de scène là.
Absence de maîtrise dans la localisation des données. Là aussi, une des raisons pour lesquelles les entreprises ne veulent pas aller dans le cloud, c'est simplement qu'elles veulent que le cloud soit sur leur territoire. Le gouvernement, entre autres, préfère franchement que ces données gouvernementales soient sur le territoire du sol canadien. Dans les autres pays, c'est exactement la même chose. Donc c'est une bonne raison, en fait, de chercher des fournisseurs qui sont localisés au niveau, par exemple, du Canada, pour les Belges de la Belgique, pour la France de la France. Et par rapport à ça aussi, il y a le fait qu'il y a des impacts législatifs sur la gestion des données. Et ça aussi, vous ne pouvez pas, et le conférencier avant l'a bien expliqué, quand on fait des rebonds de machine en machine, légalement c'est très difficile de remonter ça, etc. C'est un peu le même type dans le cadre des données. Si vous hébergez vos données dans un autre pays qui n'a pas le même niveau législatif que le vôtre, ça peut poser aussi problème sur la transparence en fait, des données. Ensuite, là, je décide de y aller. Et pourquoi je décide de y aller? Il y a une réduction des risques. Souvenez-vous de ce qu'on a dit quand on met en place un plan de continuité, on analyse les menaces. Des menaces, on en tire des scénarios d'indisponibilité. Et de ces scénarios d'indisponibilité, on va écrire des procédures. Dans beaucoup de cas, je ne veux pas généraliser, mais on a les employés qui sont au même endroit que l'informatique. Quand vous avez un sinistre bâtiment, c'est le bâtiment qu'il faut reconstruire, enfin qu'il faut refaire. Ensuite, vous avez les employés qu'il faut relocaliser et il faut reconstruire son informatique. Donc là, vous cumulez 3 scénarios de sinistre. Alors que si vous décidez d'envoyer votre informatique dans l'info magique, vous allez réduire le risque concernant l'informatique. Et vous n'aurez plus qu'à relocaliser votre personnel. La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est que du site de secours, on puisse se connecter à l'info magique pour pouvoir continuer à fonctionner et assurer sa continuité. Un autre point qui est positif, c'est l'accès en fait en tout temps à l'information. Tout à l'heure, Karine a parlé dans le cadre d'émeutes, etc. J'ai pu vivre en France des grèves dans un fonctionnement, un client parapublic, et les salariés bloquaient les centres informatiques. Donc s'ils bloquent les centres informatiques, il n'y a plus de possibilité en fait à ce que les techniciens puissent rentrer dedans, et certains sont même rentrés dans un centre informatique et ont coupé l'électricité. Le fait d'avoir en fait notre informatique dans l'info nuagique, on réduit les risques propres à nos salariés et aux risques de grève avec intervention et coupure électrique. Ça, c'est des choses qui peuvent être un avantage par rapport à ça. Et puis, dans le cadre de la pandémie, aussi, le fait d'avoir d'autres sites ailleurs, ça permet de pouvoir aussi travailler par rapport à ça. Oui. Donc les salariés qui étaient locaux à ces centres informatiques ont bloqué en fait 2 centres informatiques et ont éteint, dont un centre informatique ont éteint carrément l'électricité. Après, bon, il y a eu des poursuites pénales par rapport à ça, là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et on s'aperçoit de plus en plus, il y a un mouvement social au niveau des démocraties qui est en train de voir le jour. En France, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a énormément en fait, de manifestations, de blocages, de choses comme ça, qui fait que ça peut générer en fait, des blocages au niveau des sites informatiques ou des entreprises. Ça, c'est des choses qui commencent à être de plus en plus bien. Pendant que tu parlais de chiffrement, de cryptographie, dans un contexte où on doit mettre en œuvre un plan de reprise ou un plan de continuité parce qu'on fait face à un cryptolocker, c'est quoi les précautions d'usage à faire? Parce que j'imagine que si l'ensemble de mes serveurs sont chiffrés, il y a fort à parier qu'au niveau de mes backups, il y a de quoi qui dort. Ouais. Est-ce qu'il y a des précautions d'usage à prendre en compte dans ce type de contexte? C'est sûr qu'il y a des précautions d'usage. Il va falloir déjà savoir comment est-ce que tu as été verrouillé par rapport à tout ça, et ensuite de ça, revenir dans une sauvegarde suffisamment sécuritaire par rapport à ça. Il va falloir éliminer la menace, puis après seulement tu vas pouvoir restaurer tes données par rapport à ça. Donc ça peut être très très long, parce qu'on sait bien comment est-ce que ça peut se passer. Il y a énormément de systèmes qui peuvent être verrouillés, et puis qui peuvent être dormants, puis nous repourrir en fait les données. Donc c'est pour ça que les données, c'est vraiment le cœur de l'entreprise. J'insiste vraiment sur ça, et on va le voir un petit peu plus loin. Les données, c'est votre entreprise, c'est le sang qui coule dans vos veines au niveau de l'entreprise. Si on les perd, eh ben on est mal. Donc en effet, il faut prendre toutes les précautions, et il y a des solutions là actuellement pour tout ce qui est sauvegarde, pour faire des sauvegardes vraiment incrémentales, et qui sont bloquées dans un endroit où plus personne n'y accède. Et le but de ça, c'est tout simplement, en cas de crypto-blocage, de pouvoir revenir sur une version en fait, qui n'a pas été bloquée. Mais ça n'enlève pas la menace d'origine. Pour rappel, la continuité d'activité, on est là au dernier moment pour relever quand on est à terre. C'est-à-dire que tous les filtres sont descendus les uns derrière les autres. Toute
les gardes-barrières, tous les murs, toutes les protections que vous avez sont toutes tombées. La continuité, c'est on relève au dernier moment pour sauver la compagnie. On sauve les meubles, en fait. C'est vraiment ça le propre de la continuité d'activité et de la reprise. Donc on peut se servir du cloud comme un site de secours externe. Au lieu d'avoir un site de secours interne qu'il faut gérer, qui demande de la maintenance, ou avoir du matériel dormant parce qu'on n'utilise pas tout, vous pouvez utiliser le cloud comme un site de secours. Et l'avantage, c'est que vous avez déjà tout le matériel et les maintenances sont faites. Donc là, vous êtes moins embêtés. Et puis ça a aussi un coût économique. Le fait d'utiliser un prestataire extérieur, un cloud, ça évite d'avoir du matériel dormant qui va servir 2 fois par an, ou alors en cas de sinistre, si on n'a pas pris une stratégie de mutualisation du matériel. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est très intéressant sur le site de secours externe. Et puis ça apporte en fait des sites de secours à des personnes qui n'avaient peut-être pas, enfin des entreprises qui n'avaient peut-être pas forcément les moyens d'investir dans un site de secours. Adaptation du PRI, la vie des entreprises évolue, l'informatique aussi. Et le fait de pouvoir adapter ces plans de reprise avec des nouvelles applications qui arrivent, des applications qui s'en vont, là ça permet justement de pouvoir avoir une certaine flexibilité par rapport à ça. C'est aussi un petit plus. Ensuite, il y a la réduction des délais de mise en œuvre. Le fait d'aller dans le cloud, ça va beaucoup plus vite. Vous avez juste votre paramétrage, à bien paramétrer votre plan de reprise, et là, ça sera plus facile. Alors que si vous avez un site de secours traditionnel, qu'il faut acheter des serveurs, demander des autorisations, acheter des licences, tout ça, ça prend du temps. Donc là, ça va beaucoup plus vite avec le cloud que la méthode traditionnelle. Et là, on retrouve aussi la partie DRaaS sur le fait que ça va basculer aussi plus rapidement. On a déjà tout en ligne, c'est paramétré, et ça bascule aussi plus rapidement. Facilité de faire des exercices, moi celle-là, je l'adore, parce que dans un monde tel qu'on est actuellement, où on va faire appel à des prestataires de services chez qui on va faire notre secours, IBM, SunGard et d'autres, on loue un espace-temps, une semaine, 4 jours, 5 jours, 2 fois par an. Et ça, c'est des jours qui sont bloqués dans l'année. Si c'est le 24 décembre que votre client vous dit, que votre fournisseur vous dit, c'est la seule plage que c'est, il va falloir que tous vos spécialistes remontent des machines le 24 décembre. Donc ça, c'est une contrainte qui est très très forte. Une autre contrainte par rapport au modèle standard, c'est que vous louez des machines et que vous les utilisiez ou que vous ne les utilisiez pas lors de l'exercice, vous les payez. Dans le cadre de l'infonuagique, vous avez la liberté en fait de démarrer vos exercices de reprise quand vous le souhaitez dans l'année, sur la durée que vous le souhaitez. Donc ça permet de mieux le planifier. L'autre chose, si vous voulez faire une partie d'un essai de reprise sur une dizaine de serveurs, vous faites que sur une dizaine de serveurs. Tiens, aujourd'hui je vais tester la reprise de la comptabilité, demain je vais tester la partie RH, ou je vais tester d'autres choses. Ça a une flexibilité qui est vraiment intéressante par rapport au modèle standard que l'on peut connaître actuellement. Ou alors, dans le cas où on a un centre à nous, là aussi, c'est aussi un avantage parce que on paye en fait, tu vas y venir, à la consommation. Donc c'est la facturation à l'utilisation, donc Alexandre a commencé à en parler, c'est-à-dire qu'on nous facture sur ce qu'on consomme. C'est consommateur-payeur. Donc ça c'est vraiment intéressant en termes de coûts. Et puis accompagnement à la carte, en fait, on a vu avec le DRaaS, si vous êtes super mature, soyez autonome par rapport à ça. Si vous n'êtes pas mature débutant, prenez un accompagnement ou carrément le fait que ce soit le prestataire qui s'occupe de toute votre reprise. Je vais mettre un bémol, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, sur les DRaaS avec les 3 niveaux. Si vous êtes complètement dépendant, et on va en parler de la dépendance en fait du fournisseur, si vous êtes dépendant sur votre environnement cloud, et puis en plus de ça, sur votre environnement de reprise, vous perdez en souveraineté par rapport à ça. Donc il est important d'assez rapidement de trouver une autonomie sur la reprise, principalement sur la reprise, parce que c'est le dernier rempart par rapport en fait, à la perte d'une entreprise. Et puis il y a la répartition des données géolocalisées. Alexandre en a parlé un petit peu tout à l'heure. On peut demander à ce que nos données soient localisées au Canada, ou en Amérique du Nord, ou bien en Europe. Mais autre avantage aussi, c'est la possibilité de pouvoir localiser ces données chez différents fournisseurs cloud. Donc là, on rentre plutôt dans l'ère du multi-cloud. On en parlera après. Et puis, il y a des moins après les plus. Oui, donc le premier, c'est les compétences. Le cloud, c'est génial, mais ce sont de nouvelles technologies. Ce sont de nouveaux outils. Donc il faut acquérir la connaissance pour paramétrer correctement son plan de continuité, enfin son plan de reprise informatique, pardon. Et c'est vrai qu'en plus, ça évolue très très vite.
Donc il faut toujours être à la pointe et toujours être en train de suivre les formations. Vraiment avoir une adaptabilité par rapport en fait au changement du fournisseur. Et là, vous les subissez les changements. Ce n'est pas vous qui décidez. Quand il va être nécessaire de faire évoluer leur parc informatique, c'est eux qui vont dire on fait évoluer notre parc informatique. Et si on dit ah ben non, c'est pas prêt parce que moi mon application elle n'est pas up-to-date, hein, just too bad pour vous, il va falloir y aller rapidement. Rôle et responsabilité, ça aussi c'est quelque chose d'assez important, c'est un moins. Dans le cadre en fait du cloud, enfin, en dehors du cloud, quand on est nos propres chefs, qu'on a notre centre informatique à nous, qu'on a notre centre de reprise à nous, bah, on fait un petit peu ce qu'on veut. Si on va avoir de l'obsolescence sur le matériel, etc., bah, on va accorder de pouvoir tourner encore avec du Windows 2000 comme serveur. On a le droit. Dans le cas en fait, du cloud, on va être beaucoup plus dépendant par rapport à ça et on va nous dire quoi faire et quand le faire. On n'a plus cette légitimité de choisir nous-mêmes. Et la responsabilité, on a tendance un petit peu trop à l'oublier. On pense que parce que c'est le cloud, on va filer ça en fait au fournisseur, on va se débarrasser de tous nos risques et puis il va tout gérer. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Tout ce qui est sauvegarde de données, c'est votre responsabilité. Tout ce qui est données, ça va être votre responsabilité. Lui, sa responsabilité, quand on regarde les différents modèles, le IaaS, etc., lui, il va s'occuper de vous mettre du réseau, il va s'occuper de vous mettre de la machine, de vous mettre des machines virtuelles, de vous mettre un système d'exploitation, etc. Lui, ça va être sa responsabilité. Mais tout ce qui va être couche de données, c'est votre problème à vous. Et ça, on a tendance un petit peu, parfois, à l'oublier. À oublier de cocher la petite case sauvegarde mes données. Parce que prendre un serveur, c'est facile, hein. On coche, tiens, ce serveur-là, paf, 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 on coche, on a un serveur, puis on commence à travailler dessus, mais si on n'a pas coché sauvegarde mes données, puis que le serveur crash, qu'il y a un problème de corruption, ben on a tout perdu. Ensuite, il faut une connexion très performante, parce que ça demande beaucoup de puissance de calcul. Dépendance du fournisseur, j'en ai un petit peu parlé par rapport à ça. Quand on va dans le cloud, c'est comme toute la chaîne de livraison de matériel pour les usines qui viennent de Chine. Si moi, mon usine, elle dépend en fait de la Chine, et qu'en ce moment, ils ne peuvent plus fournir, je ne peux plus rien faire. Ben, le fournisseur infonuagique, c'est un peu la même chose. Vous donnez votre donnée, vous donnez vos informations en fait à une tierce personne qui va les gérer. C'est comme si on donnait, c'est comme si vous donniez votre carte de crédit avec le code de la carte de crédit à une tierce personne en disant faites-en bon usage. Il va en faire que ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment en fait des mesures par rapport à ça pour, en cas de défaillance du fournisseur infonuagique, que vous n'en subissiez pas les conséquences. Les sauvegardes, toutes ces choses-là, la mutualisation, la répartition, le multicloud peut être en fait des solutions qui vous permettent de limiter ce risque. En soi, c'est un risque qui est important. Multicloud, ça c'est des possibilités qui vont permettre de pouvoir un petit peu lisser les risques, de faire un petit peu de la répartition. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc premier avantage, c'est la flexibilité dans le choix des services. Si vous avez la possibilité de choisir différents services, vous allez regarder celui qui vous intéresse le plus. Je prends l'exemple par exemple d'une société qui est très bonne dans le BAS. Et vous avez des applications qui demandent des délais d'interruption par exemple de 3 jours. Donc vous allez investir dans celle-ci. Par contre, elle n'offre pas le DRaaS, celui de réplication. Donc vous allez regarder ailleurs s'il n'y a pas une autre société qui est bien cotée pour vous offrir le DRaaS. Et puis répartition des actifs informationnels chez plusieurs fournisseurs, ça c'est valable en fait dans un modèle conventionnel. Ce que j'ai tendance à conseiller en fait aux clients, c'est généralement, s'ils ont plusieurs sites, et c'est valable d'ailleurs pour le repli personnel, de répartir les personnes. S'ils ont plusieurs centres informatiques, de répartir la production informatique sur différents centres. Ce qui permet que s'il y a un centre informatique qui est sinistré, l'autre centre, lui, n'est pas touché. Et la production va pouvoir peut-être continuer à 50% sur l'autre centre. Dans le cadre de l'infonuagique, c'est un peu le même mode de fonctionnement. Vous pouvez très bien imaginer d'avoir une partie de votre production qui va être chez Azure, une autre partie de votre production qui va être chez Amazon. Et puis vous allez pouvoir fonctionner comme ça, il va y avoir de l'interopérabilité, tu vas y revenir là-dessus, et ça va permettre de répartir en fait ces actifs. Si Azure, du jour au lendemain, le site qui héberge en fait vos applications chez Azure tombe, comme c'est déjà arrivé, eh ben, on a la possibilité de pouvoir avoir au moins 50% de notre production qui tourne et s'occuper plus que de 50%. C'est beaucoup moins que 100% en fait à tout relever. Ça réduit les coûts. Vous pouvez aussi amener en fait le DRaaS chez un troisième fournisseur qui permet en fait de pouvoir là encore réduire les risques de la perte de 2 fournisseurs ou alors de la défaillance sur une cyberattaque ou des choses comme ça. Donc ça, la répartition des actifs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte très très tôt dans le processus
parce que ça va nécessiter en fait des réflexions au niveau des applications, de l'interopérabilité des applications, des échanges, etc. Donc le premier inconvénient concernant le multicloud, c'est la gestion des multiplateformes. Comme l'a évoqué Alexandre, ce sont différentes technologies, différents outils. Tout ça, ça doit communiquer. Mais derrière ça, il y a aussi des compétences. C'est-à-dire que vous, votre personnel, il doit être compétent sur le multicloud. Donc là, ça devient un peu plus compliqué à mettre en place. Actuellement, il y a des fournisseurs cloud qui commencent à signer des accords avec, par exemple, Microsoft, AWS, pour former ses ingénieurs pour pouvoir offrir à sa clientèle du multi-cloud. Et ça, c'est non négligeable. Et puis, la gestion de la sécurité, ça c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Ça peut être une faiblesse dans le cadre de l'info nuagique. Ça peut être complexe de faire de la sécurité dans l'info nuagique et ça peut même demander parfois des métiers, des spécialisations par rapport à ça. Et quand on est dans un modèle de cloud, multi-cloud, ben là il va falloir s'adapter en fait au multi-cloud. Chez Azure, ça ne fonctionne pas forcément en termes de sécurité de la même façon que chez Amazon. C'est peut-être pas les mêmes façons en fait, les mêmes outils qui sont utilisés. Donc ça, par rapport à ça, ça peut générer une faille en fait de fonctionnement par rapport à ça et une faille de sécurité vis-à-vis de ça. Donc il faut être assez prudent sur la gestion de sécurité. Il faut être très prudent par rapport à ça. Et enfin, celui de la réduction du pouvoir d'achat de l'entreprise. Ça, c'est une conséquence du premier, de la flexibilité des services. Vous allez chercher des services un petit peu partout et vous allez payer à la carte. Forcément, si vous payez à la carte, vous payez plus cher que si vous avez un forfait. Donc là, c'est moins d'argent pour vous et c'est moins d'argent qu'on peut investir ailleurs. Après, c'est une question de coût. Est-ce que je suis prêt à perdre un peu d'argent, mais limiter le risque et augmenter ma sécurité, ou est-ce que je préfère gagner de l'argent au risque de la sécurité? C'est une question de choix, c'est une question de décision. Classement du cloud, cloud IaaS, on va retrouver en fait dans les leaders Amazon Web Services, Microsoft, Google, et dans les DRaaS. Dans le DRaaS, on retrouve Microsoft, et puis deux autres compagnies qui sont Recovery Point et Island. Vous pouvez parler de YouTube, un petit passage sur une entreprise que l'on a découvert il n'y a pas longtemps. En fait, c'est une entreprise québécoise, c'est une start-up québécoise qui met en place en fait des clouds privés. Et comme c'est une entreprise québécoise, je trouvais ça intéressant en fait d'en parler ici, parce que c'est vraiment une entreprise, à mon avis, à suivre. Elle devrait déboucher sur pas mal de choses là-dessus. Et leur concept est intéressant et à coût très très bas. YouTube. Le cloud est une opportunité. Parce que ça vous apporte une solution moderne qui vous permet de garantir votre continuité d'activité. Ça va vous permettre d'apporter en fait un cycle de secours, de démocratiser en fait le secours informatique pour des petites, moyennes entreprises. Également la facilité de faire des exercices parce qu'on peut tester son plan de reprise informatique aussi souvent qu'on le veut. Donc ça, c'est non négligeable pour avoir un plan de continuité opérationnelle. Et puis PRI en fonction du besoin, ça aussi, ça permet une petite réduction de coût, une réduction de coût par rapport à ça, en fonction de comment est-ce qu'on va vouloir jouer en fait avec ces plans de reprise informatique. Si on veut tester certaines choses, puis qu'après on veut laisser tomber, ça permet d'avoir des tests assez faciles et assez peu coûteux, et on va pouvoir jouer avec ça. Et enfin, c'est la possibilité d'être accompagné. Donc, vous n'êtes pas tout seul pour mettre en place votre plan de reprise informatique. Vous pouvez vous faire accompagner par le fournisseur cloud. Et puis, donc, si c'est une opportunité, ça va quand même nécessiter de rester vigilant. N'oubliez pas, en fait, que vous donnez votre carte de crédit avec votre code à une tierce personne. Et ça doit amener de la réflexion par rapport à toutes les sécurités qu'il va falloir mettre derrière, notamment sur la capacité de pouvoir récupérer vos données et pouvoir les sécuriser. C'est le cœur, en fait, c'est le sang qui circule dans nos veines. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Si vous voulez nous contacter en dehors de la conférence info@prise-résilience.com. On a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on met les conférences que l'on fait. Celle-là, il sera d'ailleurs. Et puis, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Il y en a déjà pas mal qui ont été posées. Donc.